Alors, du coup, on va commencer notre atelier pour se mettre l'eau à la bouche. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de cet atelier aujourd'hui. L'idée de cet atelier, c'est euh, de vous faire un petit avant-goût d'une série de 3 ateliers qu'on organise à Bruxelles et à Namur autour de l'euro numérique idéal. Et donc, pour certains d'entre vous que je connais déjà, je sais que vous savez déjà ce que c'est l'euro numérique. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations, mais voilà, vous avez déjà un petit avant-goût. Pour d'autres, peut-être que c'est un nouveau sujet que vous ne connaissez pas. Et donc, on s'est dit avec Tristan, qui est notre coéquipier dans ces ateliers d'euro numérique idéal, euh, on s'est dit que ce serait intéressant peut-être avant tout, avant de vous inscrire ou pas dans cette série de 3 ateliers, de vous donner un peu une petite présentation, on va dire, théorique sur ce que c'est l'euro numérique. Ensuite, on vous présentera également les ateliers et comment on les imagine. Et après, si vous avez envie, vous vous inscrivez à ces ateliers qui, comme je vous l'ai dit, il y en a 3 qui sont organisés à Bruxelles et 3 qui sont organisés à Namur. Donc, avec cette question qu'on vous propose pour ce soir, pourquoi inventer notre euro numérique idéal? Parce que justement, c'est l'invitation qu'on vous soumet de participer avec nous à cette série de 3 ateliers à Bruxelles et à Namur pour penser de notre point de vue voilà, de citoyens, finalement, quelle forme devrait prendre cette nouvelle monnaie qui est, on va le voir, en préparation. Donc, je vais amener quelques éléments simplement de cadrage, de compréhension, d'explication sur ce qu'est ou ce que serait cette monnaie. Et puis, on verra ensuite quels sont les enjeux qu'on pourra discuter dans les différents ateliers qu'on pourra mener ensemble si vous êtes partant de participer avec nous. Première question qu'on peut se poser qui est l'euro n'est-il pas déjà largement numérique et pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un nouvel euro numérique tel qu'il est appelé? Financité se bat d'ailleurs sur le front de la disparition du cash et des distributeurs de billets, ce qui reflète bien le fait que le cash perd sa place dans nos pratiques de paiement du quotidien et que les moyens de paiement numériques ont pris déjà assez largement sa place. Pour répondre à ça et pour bien comprendre ce que serait cet euro numérique, il faut d'abord se rappeler qu'il existe 2 formes de monnaie dans notre économie. Une première forme de monnaie publique qui est composée de 2 ensembles, à la fois les pièces et les billets, donc qui sont frappés et imprimés par la Banque centrale européenne, enfin plus précisément par les banques centrales nationales, en tout cas par l'eurosystème, et une autre forme de monnaie publique qui est, elle, en version électronique, qu'on appelle la monnaie centrale, et à laquelle on n'a pas accès puisque c'est celle qui permet d'alimenter et de faire fonctionner le système interbancaire, le système financier, et donc ce ne sont que les acteurs de ces marchés bancaires et financiers qui se l'échangent entre eux. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on échange? Eh bien, nous échangeons des monnaies privées. Je les ai mises au pluriel, puisque ces monnaies privées, elles sont émises par les banques commerciales desquelles nous sommes clients. Et donc, ces unités monétaires sont toujours associées finalement à la marque, on pourrait dire, de la banque qui les a émises. Elles sont mises en équivalence, elles sont rendues totalement fongibles entre elles et librement échangeables entre elles, justement par le système interbancaire et par la régulation qui existe au-dessus de celui-ci, mais tout de même, elles appartiennent toujours à leur banque émettrice. Et donc, ce sont ces monnaies privées, ces unités d'euros numériques privées que nous échangeons en effet tous les jours lorsqu'on réalise des paiements de manière électronique. Et donc, ces unités sont bien créées et mises en circulation par les banques commerciales. Donc, nos euros numériques ne sont pas ceux de la Banque centrale, et on verra que c'est justement une de la motivation première de la Banque centrale européenne, qui part du constat que les pièces et les billets perdent de plus en plus la place qu'ils ont eue dans les paiements, et que si demain on arrête de les utiliser complètement, eh bien, la monnaie publique la seule forme de monnaie publique à laquelle on a accès en tant que citoyen disparaîtra purement et simplement, et nous n'aurons plus accès qu'à des formes de monnaie privée. Donc c'est là la principale motivation
de la Banque centrale européenne que de maintenir un accès à une forme de monnaie publique qui serait une forme électronique et rendue accessible au public. Un petit détour pour bien comprendre le système actuel, donc sans encore cet euro numérique. Si on prend un exemple d'un paiement entre vous et votre commerçant, il y a d'un côté votre banque et de l'autre la banque de votre commerçant. Lorsque vous payez quelque chose, un achat à votre commerçant, eh bien, ce transfert entre ces deux banques n'est pas du tout direct et en fait, les banques sont mises en relation par une tuyauterie relativement complexe avec une diversité d'acteurs. On peut, pour simplifier, en reconnaître les plus importants. Il y a ce qu'on appelle les acquéreurs. Donc, ce sont ceux qui fournissent aux commerçants le terminal de paiement que vous allez utiliser pour régler votre achat. Si vous regardez sur votre ticket de caisse, vous verrez justement ces noms de Worldline ou de CCV qui sont ces entreprises acquéreuses de paiement et qui vont ensuite les faire transiter vers ce qu'on appelle des fournisseurs de schémas de cartes de paiement. En Belgique, on a le réseau Bancontact, qui est un réseau national, mais de plus en plus, et lorsqu'on raisonne à l'échelle européenne, c'est l'écrasante majorité des paiements, de l'ordre de 70 à 80%, 70, pardon, à 80%, qui passent par des réseaux étrangers tels que Visa ou Mastercard. Et in fine, ce sont ces acteurs-là, qui sont donc des acteurs privés et qui jouent le rôle d'intermédiaire de nos paiements, qui communiquent avec le système interbancaire et qui permettent aux banques finalement d'échanger leurs euros électroniques entre elles. Ce qui est important de voir, c'est que donc, on a ces différents acteurs et évidemment, ils prélèvent des frais à chacune des étapes de ces transactions. L'acquéreur prélève un frais, le schéma de carte prélève un frais et la banque acquéreuse prélève un frais également. Et donc, tout ce système de paiement a des coûts qui, on le verra, peuvent poser problème. En tout cas, on peut reconnaître qu'on a une gestion par des acteurs lucratifs de ce qui devrait être une infrastructure essentielle de nos économies, qui est le système de paiement. Demain, avec un euro numérique, on ne sait pas encore quelle forme ça prendra, et c'est justement l'objet de nos ateliers que de s'interroger sur quelle forme devrait prendre cet euro numérique. Mais en tout cas, ce qu'on peut d'emblée dire, puisque c'est l'objectif premier de l'euro numérique, c'est qu'avec celui-ci, la Banque centrale européenne aura une place beaucoup plus centrale dans les paiements qui seront faits en euro numérique. Vous avez vu que dans le schéma précédent, elle n'apparaît nulle part. Même le système interbancaire est très largement géré par des entités privées. Les chambres de compensation, par exemple, sont gérées par les banques. Et la Banque centrale européenne, comme les banques nationales, les banques nationales n'ont pas de rôle dans nos paiements aujourd'hui, ou un rôle extrêmement limité. Donc voilà, vous voyez que dans ces schémas, avec les différents modèles qui sont proposés, je ne rentre pas ici dans les détails, mais en tout cas, les citoyens potentiellement pourront interagir directement avec la Banque centrale pour réaliser des paiements, voire interagir directement entre eux pour se faire des paiements, ce qu'on appelle de pair à pair, sans avoir besoin de passer par des tiers tels que les banques commerciales. Donc, une fois qu'on a dit ça, une petite définition voilà, pour bien poser l'enjeu et l'objet euro numérique. Donc, ce serait ce qu'on appelle une monnaie digitale de banque centrale. Peut-être vous avez croisé ce terme dans la presse, on en parle de plus en plus actuellement. Et donc, ce serait, du point de vue comptable et technique, une dette de l'eurosystème plutôt qu'une dette de votre banque, puisque vos euros numériques aujourd'hui sont une dette de votre banque. Là, ce serait une dette émise par l'eurosystème, accessible au public, sous forme numérique et utilisable pour les paiements de détail, ce qui n'est pas encore le cas pour la monnaie centrale aujourd'hui. Et donc, ce serait un analogue numérique des espèces, donc des pièces et des billets, comme je disais, une forme de monnaie publique qui reste accessible, qui reste utilisable dans un monde où les systèmes digitaux prennent une place croissante. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement pour nous en tant qu'utilisateurs? Comment est-ce qu'on va utiliser cette monnaie?
Encore une fois, on ne le sait pas puisque c'est quelque chose qui est à l'état de développement, mais on peut avoir quelques idées en allant voir ce qui se fait ailleurs ou en allant voir les prototypes qui peuvent exister et qui sont à l'état de proposition. Un exemple dans le monde, c'est la monnaie numérique du e-yuan, donc la monnaie numérique chinoise, qui est le prototype le plus avancé aujourd'hui. Et donc, elle prend par exemple la forme d'une application sur votre smartphone qui vous permet de faire directement des paiements via celui-ci. On peut aussi avoir des cartes, mais des cartes qui ont de nouvelles fonctionnalités. Vous voyez ici des cartes qui ont un petit écran qui vous donne à la fois le solde que contient cette carte, la monnaie étant ici directement contenue dans la carte, et qui permet de régler directement des paiements. C'est aussi ce qui est affiché sur l'écran ici. Vous voyez que vous avez aussi des prototypes de cartes avec, en plus d'un écran, un clavier, par exemple, pour taper un code PIN, ou alors un lecteur d'empreintes. Il y a plein de choses qui sont imaginables et qui sont développables. On aura l'occasion de rentrer plus en détail durant les ateliers. Mais finalement, c'est l'occasion, avec cet euro numérique, d'avoir de nouvelles formes de monnaie qui sont peut-être plus adaptées aux besoins de certaines populations. Et typiquement, ces cartes peuvent servir aux gens qui n'auraient pas de connexion Internet, pas de smartphone, et donc servir un but d'inclusion financière plus grand que les moyens de paiement existants aujourd'hui. Une petite frise chronologique ici pour vous dire où est-ce qu'on en est de ce projet d'euro numérique au niveau de la Banque centrale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui vous sont affichés ici. Simplement, je vais signaler qu'on est ici dans cette phase d'étude, donc qui est la phase intermédiaire ici sur le graphique, qui a été officiellement lancée par la Banque centrale européenne en octobre 2021. Dans la première phase, la phase d'examen, elle avait déjà fait une consultation publique en ligne, où elle avait demandé l'avis des citoyens, mais c'était un sujet qui était très confidentiel à l'époque, et le nombre de répondants et finalement la qualité de cette consultation n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu démocratique qu'on pourrait attendre autour d'une telle innovation. Et donc c'est aussi le but de ces ateliers que de donner une plus grande place aux citoyens pour faire entendre leur voix dans ce que devrait être cet euro numérique. Surtout que l'une des premières étapes qu'a fait la Banque centrale européenne dans cette phase d'étude, c'est de constituer un groupe, ce qu'elle a appelé le Digital Euro Market Advisory Group, qui est un groupe qui doit la conseiller dans le développement de cet euro numérique. Et on retrouve dans ce groupe les grandes banques commerciales, Worldline, dont on a parlé, tous les acteurs en place du système bancaire et financier, et donc pour lesquels on peut se dire qu'ils ne sont pas forcément les mieux placés pour être les plus innovants, en tout cas pour prendre le plus largement en compte les besoins des citoyens. Et donc, il y a vraiment un enjeu de participation citoyenne, de démocratie finalement dans la constitution, la création de cet euro numérique. Les ateliers qu'on va faire, ils arrivent aussi à un moment où la Commission européenne a annoncé qu'elle allait lancer une consultation qui devrait être annoncée dans les prochains jours, a priori. Et donc, pourquoi pas, on pourra collectivement essayer d'y répondre à cette consultation en formulant des réponses tous ensemble. Donc, vous voyez que d'ici fin 2023, début 2024, on devrait avoir une première version de cet euro numérique en phase de test. En tout cas, d'ici là, une histoire qu'il reste à écrire et des choix qui commencent à être dessinés, mais sur lesquels on devrait avoir un mot à dire. C'est tout l'objectif. Quelles sont les opportunités? Et j'en arrive à la fin avec celle-ci. On ne va pas rentrer dans les détails puisque ce sera l'objet de ces ateliers d'en discuter plus au fond. Mais en tout cas, il y a l'enjeu, comme on l'a dit, d'ouvrir l'accès à la monnaie de banque centrale électronique à tout un chacun, à tous les citoyens, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Ce qui permettra potentiellement de rendre nos systèmes de paiement plus inclusifs, on l'a dit, mais aussi moins coûteux, parce qu'on a vu ces frais qui sont prélevés et qui pèsent paradoxalement le plus fortement sur les populations les plus pauvres. Donc, il y a aussi une dimension très inégalitaire à nos systèmes de paiement.
On pourra imaginer, pourquoi pas, avec cet euro numérique, de mettre en place de nouvelles politiques, qu'elles soient des politiques économiques, des politiques sociales avec des transferts de monnaie banque centrale vers les citoyens les plus pauvres, ou alors des politiques environnementales avec là aussi de l'hélicoptère monnaie pour ceux qui sont familiers avec ces propositions, fléchées vers, pourquoi pas, la transition écologique. Un enjeu qui n'est pas du tout perçu par les banques centrales, mais qui, je pense, est tout autant important et qu'on pourra discuter aussi, c'est celui de renforcer la légitimité de la monnaie unique, de l'euro, en la mettant plus clairement au service des citoyens européens. Pour l'instant, les économistes de la Banque centrale ne voient cette innovation que du point de vue purement technologique, disons, et technique, sans forcément voir les dimensions sociales que, évidemment, la monnaie a de manière également tout aussi importante que ces dimensions seulement économiques. Voilà, et donc pour conclure, pourquoi inventer notre euro numérique idéal? Parce qu'il y a une pluralité d'enjeux, d'inclusion financière, d'inclusion monétaire, on l'a dit, de justice sociale, de démarchandisation de la monnaie, de faire que notre monnaie soit davantage au service des besoins qu'elle doit remplir et non pas de ceux qui la gèrent et qui en ont la gestion. Des enjeux de liberté. On verra que, par exemple, la question des données de transaction peut être débattue. Est-ce que cet euro numérique sera un moyen de tracer les citoyens ou au contraire de leur offrir un nouvel espace de liberté et d'anonymat? Des enjeux de démocratie, puisque la monnaie étant un objet politique, on devrait pouvoir en dire un mot sur ces évolutions. Et donc finalement, un sujet qui nous concerne toutes et tous, mais qui est pour l'instant assez largement confiné au cercle des 10 experts de la BCE, qui sont voilà, les membres du directoire de la BCE, les économistes de cette institution et les différentes personnes qui ont été invitées à prendre part à ce groupe qu'a constitué autour d'elle la BCE. Mais la voix citoyenne a encore assez peu de place dans ce débat-là. Et donc, c'est l'objectif de nos ateliers que de humblement participer à la faire entendre. Et donc, ces ateliers, ils auront une double finalité de recherche, parce qu'il y a vraiment quelque chose à documenter et des questions de recherche à répondre sur qu'attendent les citoyens de leur monnaie, à quels besoins la monnaie devrait répondre, et aussi de plaidoyer pour plus largement faire de ce sujet un sujet de débat citoyen, de débat politique, et de faire entendre des positions peut-être différentes à la BCE que celles qu'elle peut avoir l'habitude d'entendre avec les acteurs qui ont actuellement accès à ces oreilles. Et donc, sur le contenu des ateliers, l'idée avec les 3 ateliers, c'est d'aller, de partir du plus proche de nos usages et du plus concret et du plus réaliste, entre guillemets, on va dire, et d'aller progressivement, au fil de nos 3 ateliers, vers les considérations plus larges en termes de nouvelles politiques. Et donc l'idée, c'est d'abord de partir des objectifs et des usages. Donc, à quels objectifs devrait répondre cet euro numérique? Comment est-ce qu'on devrait l'utiliser? Quels devraient être ses usages? Ensuite, les modalités concrètes qu'il devrait prendre. Donc, comment est-ce qu'on devrait y accéder? Sur quel support on devrait pouvoir l'utiliser? Quels sont les acteurs qui devraient en être les gestionnaires? Est-ce que c'est seulement les banques commerciales ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres types d'acteurs pour gérer cette monnaie numérique? Et ensuite, en effet, d'arriver à des politiques plus innovantes, y compris dans le domaine social, environnemental, pourquoi pas, mais de se dire, une fois qu'on a cette monnaie numérique, qu'est-ce qu'on peut en faire pour renouveler les politiques monétaires, les politiques budgétaires? En fait, cette volonté de créer ces ateliers, c'était justement pour aller plus loin et permettre en fait aussi à nos imaginaires, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui est en pourparler, qui est en création, en recherche, etc., de s'imaginer, nous, en tant que citoyens et citoyennes, si nous avions... j'aime bien enfin, c'est une question que je pose souvent, moi, en animation, c'est si tout était possible, à quoi ça ressemblerait? Si c'était nous qui décidions,
à quoi ça ressemblerait. Donc, c'est vraiment nous permettre, alors vous allez dire c'est un peu béni oui-oui ou le monde des bisounours, mais en fait, le rêve de quelque chose nous permet aussi des fois de concrétiser certaines choses et de un peu ouvrir les chakras de la créativité comme ça. Euh, et donc, du coup, les ateliers, leur objectif, c'est vraiment ça. Ce seront des ateliers qui sont créatifs. Enfin, c'est déjà des ateliers physiques. Pas physiques dans le sens où ce ne sera pas en vidéoconférence. Ce seront des ateliers en présentiel à Namur et Bruxelles. L'idée, c'est de pouvoir être créatif. Donc, on ne sera pas là en train de juste apprendre, mais vraiment à réfléchir autour de Tristan et de l'animateur financier, donc Didier ou moi. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire que Tristan peut présenter les trois types d'ateliers qu'il y aura, mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une continuité et que chaque groupe puisse participer aux enfin, donc chaque participant, pardon, des groupes participe aux trois ateliers. Donc, si on participe au premier, on participe au deuxième, au troisième. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait cette continuité et que ça soit une idée aussi du groupe. Et ça, c'est vraiment, c'est pas moi, Danae, qui vais créer mon euro numérique idéal, mais c'est le groupe en tant que tel qui va vraiment arriver à ça. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est aussi, s'il y a des problèmes de compréhension, parce que c'est un sujet quand même, enfin, je trouve, assez technique, qui n'est pas non plus donné à... Enfin, c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut déjà avoir une compréhension du sujet. C'est important aussi, c'est pour ça qu'on a Tristan est là, c'est qu'il peut aussi, lui, venir avec des éléments de compréhension, des éléments de clarification, si quelque chose vous échappe à la compréhension du groupe, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, plus on est nombreux, plus on pourra créer quelque chose de chouette et de construire ensemble. Voilà. En tout cas, quand Tristan nous a parlé, enfin, quand on en a parlé, Tristan, Didier et moi, de cette possibilité d'atelier, on était tous les trois très enjoués à l'idée de faire ça. On a très envie de pouvoir voir jusqu'où la créativité des citoyens Namur, enfin de la région de Namur et de Bruxelles, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, à parler de ça autour de vous et à transmettre voilà, tout ça.